Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Chas Freeman, l'un des grands noms. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Miss Setterglen, de Fredericks. Aujourd'hui, je souhaite donc discuter avec vous de la voie diplomatique des États-Unis à l'heure actuelle. Je ne pouvais pas imaginer meilleure personne pour aborder ce sujet, puisque vous êtes, bien sûr, l'ancien secrétaire adjoint à la Défense. Vous avez joué un rôle clé dans la conception d'une structure de sécurité européenne centrée sur l'OTAN après la guerre froide. Vous avez également été en poste, un peu partout, semble-t-il, de l'Asie au Moyen-Orient, et vous avez même servi en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. Encore une fois, ce parcours me paraît très pertinent pour discuter de cette question plus large de l'orientation de la diplomatie américaine. Et bien sûr, on pourrait aussi s'intéresser à la diplomatie européenne, même si je ne dirais pas qu'elle est bien meilleure. En réalité, je dirais qu'elle est pire à bien des égards. Mais Trump a en partie été élu sur la promesse de résoudre de nombreux problèmes de l'Amérique et de mettre fin à ses guerres étrangères, du moins au Moyen-Orient. Pour chaque guerre, il allait mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine. Eh bien, je pense qu'il savait peut-être qu'il exagérait en disant 24 heures, mais il voulait aussi réorganiser les relations avec la Chine. Maintenant, beaucoup de ces objectifs, voire tous, ne se sont pas déroulés comme prévu, du moins en apparence. J'aimerais donc vous interroger un peu sur chacune de ces régions, car j'imagine que les raisons diffèrent selon les cas. Mais si l'on commence par la guerre par procuration en Ukraine, il semble vouloir sincèrement mettre fin à la guerre. Mais comment cela est-il censé être réalisé concrètement? Qu'essaie-t-il de faire par rapport à ce qu'il est réellement capable de faire? Eh bien, c'est une question très simple, bien sûr. Quant à la raison pour laquelle j'ai été un peu partout, je suppose que je n'arrivais tout simplement pas à garder un emploi. J'ai donc fini par servir à de nombreux endroits. Je pense qu'il faut commencer ici par l'organisation de la politique étrangère aux États-Unis. Nous avons eu, en particulier depuis l'ère Kissinger, un système interministériel très élaboré pour examiner les situations et proposer des approches pour les gérer ou les résoudre. Et cela, sous l'administration Trump, a essentiellement disparu. Le Conseil de sécurité nationale, qui, historiquement, il a commencé avec un seul homme, Andy Goodpaster, qui fut plus tard secrétaire et chef d'état-major de l'armée. Sous Eisenhower, il était le personnel du Conseil de sécurité nationale. Kennedy a élargi à 6 personnes des noms célèbres, McGeorge Bundy, Walt Rostow, et ainsi de suite. Et ils ont essentiellement contourné la bureaucratie pour nous entraîner au Vietnam. À la fin de l'ère Kissinger-Nixon, il y avait 48 membres au Conseil de sécurité nationale. Lorsque Obama est parti, il y en avait environ 600, dont beaucoup n'étaient pas officiellement répertoriés, détachés temporairement d'autres agences. Cela est devenu totalement ingérable, et ses fonctions ont changé par rapport aux 2 qu'il avait à l'origine. D'abord, la coordination des politiques et le suivi de leur mise en œuvre par les agences, et ensuite la conspiration occasionnelle avec des membres de l'establishment permanent pour modifier la politique. Un bon exemple étant l'ouverture de Nixon à la Chine, réalisée par Kissinger en collaboration avec des personnes en dehors des circuits officiels habituels. J'étais l'un d'eux au bureau Chine à l'époque. Et il a tout simplement contourné le secrétaire d'État et toute l'organisation bureaucratique pour changer le cap du navire d'État. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à un point où la fonction du Conseil de sécurité nationale semble avoir évolué pour protéger le président des conséquences politiques intérieures de la politique étrangère, et non pour élaborer des stratégies visant à résoudre des problèmes ou à défendre les intérêts américains. Bien sûr,
il s'agit de défendre les intérêts américains, mais essentiellement pour éviter l'embarras sur le plan intérieur. La plupart des discussions lors des réunions du Conseil de sécurité nationale se sont davantage concentrées sur la manière de gérer le Congrès et l'opinion publique, ce qu'ils peuvent se permettre dans ces domaines, plutôt que sur une approche réfléchie de la stratégie et des tactiques en matière de politique étrangère. Il n'y a donc aucune coordination, il n'y a pas de complot entre la Maison-Blanche et l'administration permanente. Le gouvernement permanent est en réalité progressivement démantelé, l'expertise éliminée. Le nouveau critère pour recruter des fonctionnaires consiste en un examen de loyauté, loyauté envers M. Trump et ses idées, quelles qu'elles soient. Ainsi, sur le plan intérieur, nous manquons de cohérence. Nous n'avons pas le mécanisme permettant de synthétiser un intérêt national à partir des intérêts particuliers. Et très souvent, ce sont les intérêts particuliers qui l'emportent. Cela est directement lié aux négociations en cours sous la direction de M. Witkoff, l'amateur diplomate polyvalent, avec la Russie, avec les Israéliens et le Hamas, avec l'Iran, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, heureusement pas avec la Chine. Le schéma qui s'est dégagé est que M. Witkoff, un homme très intelligent qui apprend en écoutant les gens et qui est apparemment un bon négociateur, du moins dans le domaine de l'immobilier, écoute l'opposition, disons Vladimir Poutine, et en tire certaines conclusions, proposant des suggestions de solutions que les États-Unis pourraient avancer pour répondre aux préoccupations de M. Poutine. Ensuite, il rentre chez lui et tout ce qu'il a dit est renégocié par les différentes factions rivales au sein de l'administration Trump, tout ayant l'oreille du président, qui est plutôt imprévisible et, dit-on, influençable par la dernière personne à lui avoir parlé. Et M. Trump, qui dirige tout cela personnellement, ne profite pas des connaissances de la communauté du renseignement en matière d'affaires étrangères. Il assiste une fois par semaine le mercredi à un briefing. Il ne lit pas le rapport quotidien préparé pour le président. Le vice-président Pence apparemment le lit attentivement et pose de bonnes questions, mais M. Trump ne le fait pas. Ainsi, il prend des décisions sans bénéficier des conseils d'experts, avec le poids de divers préjugés, partis pris et suppositions erronées qu'il entretient. Et comme je l'ai dit, M. Witkoff, bien qu'il ait la confiance de M. Trump, peut être contredit par des factions internes. Nous l'avons vu dans le cas de l'Ukraine. Nous l'avons vu dans le cas de Gaza. Nous l'avons vu dans le cas de l'Iran, et nous pouvons passer en revue chaque exemple. Dans le cas de l'Ukraine, dont vous avez parlé il y a 100 ans avant que je ne commence cette tirade, dans le cas de l'Ukraine, le président semble essentiellement avoir commencé, tout comme M. Witkoff, sur la base de la propagande occidentale, en attribuant toutes sortes d'objectifs et de motivations aux Russes qu'ils n'ont pas. Donc en gros, on suppose que les Russes veulent conquérir toute l'Ukraine, absorber toute l'Ukraine, ce que nous savons ne pas être le cas. On suppose qu'ils ont la capacité de conquérir toute l'Europe, alors qu'ils ont démontré en Ukraine que ce n'est pas le cas. Et la réponse à tout cela serait un cessez-le-feu. Eh bien, cela pose un certain nombre de problèmes. Le camp perdant, c'est-à-dire le nôtre, n'a pas le pouvoir d'imposer un cessez-le-feu au camp qui avance, c'est-à-dire les Russes. Donc cela n'a mené nulle part. Mais au-delà de cela, cela ne répond pas aux questions que les Russes posent de manière constante depuis près de 3 décennies, depuis la fin de la guerre froide. Quel type d'architecture en Europe, quelle architecture de sécurité peut rassurer à la fois les Russes et les Européens de l'Ouest contre la menace que chacun représente pour l'autre? Pour qu'une telle architecture fonctionne, selon les Russes, l'Ukraine doit être neutre, comme elle l'a d'ailleurs proclamé lors de son indépendance.
Et enfin, bien sûr, il y a la question de la population russophone et des autres minorités en Ukraine qui ont été privées de leurs droits linguistiques et culturels après le coup d'État de 2014. L'Ukraine a échoué dans sa tentative d'assimiler de force la minorité russophone. Je ne sais pas ce qu'il en est de la minorité hongroise ou des minorités roumaines, bulgares ou polonaises, mais elle n'a pas réussi à assimiler de force les Russes. Les priver du droit d'utiliser le russe à l'école ou dans les communications avec les autorités locales s'est retourné contre l'Ukraine, provoquant une rébellion soutenue par les Russes. Les Russes ont en quelque sorte retiré cette question de la table en annexant Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, et ils menacent désormais, si la guerre continue, d'étendre, peut-être, ces annexions. De toute évidence, pour conclure cette partie, il n'y a aucune volonté de la part des majorités russophones ou des importantes minorités dans les régions annexées par la Russie d'être soumises aux Ukrainiens de l'Ouest, qui voudraient les forcer à parler ukrainien et à abandonner leur langue maternelle. Cela n'arrivera pas. Et la Russie ne leur demandera pas non plus de réintégrer l'Ukraine dans un statut subordonné. Cette question a donc été en grande partie une perte de temps dans les négociations. Elle a été tranchée sur le champ de bataille. La question de savoir si l'Ukraine devait rester neutre ou rejoindre l'OTAN a en réalité été abordée et convenue à Istanbul en mars et avril 2022, juste après l'invasion russe. Mais le gouvernement ukrainien, sous l'influence des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'OTAN, a catégoriquement refusé de réitérer un engagement de neutralité et a cherché à poursuivre jusqu'à très récemment sa demande d'adhésion à l'OTAN, ou du moins le droit d'y adhérer un jour. La question finale est la plus importante, à savoir, comment pouvons-nous instaurer une paix en Europe qui ne repose pas sur la division du continent et la confrontation entre les Russes et tous les autres? Nous avons refusé d'aborder cette question en grande partie parce que, alors que les États-Unis agissent de manière unilatérale sur le plan diplomatique et prennent des décisions sans consulter leurs alliés, même lorsque ces actions affectent profondément leurs intérêts, nous n'avons pas obtenu le soutien des Européens pour mettre fin à la guerre sur cette base. Donc, pour résumer, pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il faut aborder la question plus large de la paix en Europe et de la place de l'Ukraine dans celle-ci. Et nous ne l'avons pas fait. Cela illustre en réalité l'état de confusion de la diplomatie américaine en ce moment, qui semble entièrement prisonnière des pressions politiques intérieures et peu réceptive aux réalités étrangères. Je vais m'arrêter là. Eh bien, je trouve intéressant ce que vous avez dit, l'idée d'imposer un cessez-le-feu ou des conditions au pays qui est en train de gagner la guerre. Et je pense que c'est probablement là qu'une erreur majeure est commise. L'idée que la Russie peut être contrainte à faire ces concessions qu'il souhaite obtenir. Parce que, encore une fois, si l'on regarde la situation, la Russie considère l'élargissement de l'OTAN comme une menace existentielle. Cela suggère donc qu'ils ne peuvent pas faire de concessions sur certains de ces points clés. Et aussi, parce qu'ils sont en position de force, comme vous le dites, cela signifie qu'ils n'ont aucune raison de faire des concessions. Donc, il est très difficile de comprendre pourquoi, s'ils n'ont pas à faire de concessions et qu'ils estiment ne pas être en position de le faire, à moins de mettre leur sécurité en danger de façon inacceptable, il ne semble tout simplement pas raisonnable de penser que si on les amadoue, qu'on utilise de belles paroles, quelques flatteries, et qu'on y ajoute quelques menaces, alors tout pourra s'arranger et qu'ils pourront être convaincus. En effet, l'impression que j'ai de Moscou en ce moment, c'est qu'ils intensifient leurs ambitions territoriales par rapport à ce qu'ils souhaitent.
Tout simplement parce qu'il n'y a aucune confiance que même s'ils parviennent à un accord avec l'OTAN et l'Ukraine, si l'Ukraine reste neutre, s'il n'y a pas de soldats de l'OTAN en Ukraine, s'il existe certaines limitations sur les armes offensives, même s'ils obtiennent tout cela, il est presque acquis, surtout après que l'accord de Minsk ait été saboté, que notre camp, c'est-à-dire le camp de l'OTAN, ne respectera pas réellement ces accords. Et encore une fois, on a l'impression que nous sapons notre propre position avec toutes ces menaces de vouloir poursuivre l'expansion, même après la fin de la guerre. Mais cela soulève la question. Une partie du problème n'est-elle pas que l'on conceptualise uniquement ce conflit comme une opposition entre l'Ukraine et la Russie? Parce que Trump ne cesse de répéter que ce n'est pas sa guerre. Mais en même temps, si des personnes comme Rubio reconnaissent qu'il s'agit d'une guerre par procuration, pourquoi n'y a-t-il pas un élément clé de négociation entre l'OTAN et la Russie? Car en réalité, si l'on veut façonner l'architecture de sécurité européenne comme celle à laquelle vous avez vous-même participé dans les années 90, ce n'est pas une question russo-ukrainienne. Je pense que cette guerre est devenue le symptôme de l'échec à trouver une architecture de sécurité commune. Pourquoi n'y a-t-il pas de discussion entre l'OTAN et la Russie? Pour moi, c'est très étrange. Et il ne semble pas possible de trouver une véritable solution sans un véritable format. Eh bien, je pense que vous avez soulevé environ 7 questions dans tout cela. Laissez-moi essayer de démêler un peu. Tout d'abord, le président Trump affirme que ce n'est pas sa guerre, mais celle des États-Unis. Le fait qu'il ne reconnaisse pas la différence entre sa propre personnalité et son leadership et ceux du gouvernement américain est l'un des problèmes constitutionnels que nous rencontrons actuellement aux États-Unis. Les États-Unis ont été un co-belligérant, et ce de manière très marquée dans cette guerre. On ne peut donc pas instantanément supposer abandonner cette identité et devenir un médiateur neutre. Nous ne sommes pas un médiateur neutre. Nous continuons à armer l'Ukraine. Nous continuons à soutenir l'Ukraine. Donc l'idée que nous serions en train de jouer les médiateurs, comme l'ont fait à un moment donné les Turcs et les Israéliens, entre l'Ukraine et la Russie, est tout simplement absurde et n'a aucune crédibilité. Deuxièmement, je pense qu'il y a ici une présupposition non dite, très naïve à l'œuvre, à savoir qu'il existe une dichotomie. Soit on se bat, soit on négocie. Mais comme nous l'avons vu en Corée, au Vietnam et ailleurs, en réalité, les combats peuvent se poursuivre pendant que les négociations avancent. En effet, le niveau des combats devient un élément de la négociation. Il soutient votre position. Je ne vois donc aucune contradiction à ce que les Russes acceptent d'aller à Istanbul, apparemment le 2 juin, et reprennent les discussions avec l'Ukraine, ou rencontrent l'OTAN si cela a été proposé, ce qui n'est pas le cas, tout en intensifiant en même temps leurs attaques contre l'Ukraine afin de renforcer encore leur position de négociation. Donc, en gros, ce que nous avons ici, et dans les autres cas, je devrais mentionner qu'il y a bien sûr un élément en jeu dans le cas des Russes, le sophisme des coûts irrécupérables. Nous avons sacrifié tant de sang et de richesses que nous ne pouvons absolument pas faire de compromis. Beaucoup de Russes ressentent cela. C'est compréhensible. J'ai vu ce sentiment à l'œuvre aux États-Unis à de multiples reprises. Cela explique en partie notre persistance insensée en Afghanistan. Mais il faut s'y attaquer. Et c'est là que nous arrivons aux 2 dernières questions que vous avez mentionnées parmi les 7. Premièrement, si vous abordez une négociation en vous basant sur des illusions concernant les motivations et les objectifs de l'ennemi, c'est-à-dire en attribuant à l'ennemi des motivations et des objectifs qu'il n'a pas, tout en négligeant d'écouter ce que l'ennemi déclare sur ses propres objectifs, motivations et lignes rouges, vous n'arriverez à rien.
Et si, comme je l'ai dit plus tôt, vous ajoutez à cela une situation intérieure qui exige la renégociation de tout ce que votre émissaire obtient, vous obtenez pire que rien. Et cela nous amène à votre question finale, à savoir, comment peut-on faire confiance à ce que dit M. Trump quand d'une minute à l'autre, il change d'avis? Et comme l'a dit le haut responsable singapourien, les États-Unis sont passés du rôle de garant de l'ordre mondial à celui de perturbateurs mondiaux, et maintenant à quelque chose qui ressemble à un propriétaire cherchant à percevoir un loyer. C'est une évolution assez remarquable, et cela n'a pris quoi que 5 mois. Donc vous savez, les États-Unis acceptent des accords, Gaza en est un exemple parfait. M. Witkoff a négocié la trêve, un cessez-le-feu en 3 phases. Après la première phase, les Israéliens l'ont rejeté, et nous avons soutenu les Israéliens. Quel genre de médiation est cela? Je pense donc qu'il y a un problème sérieux, de manque de confiance dans la parole des États-Unis, parce que M. Trump ne se considère pas comme les États-Unis. Il se considère comme le président Trump, et sa parole, apparemment, ne l'engage même pas lui-même, encore moins le gouvernement américain. Je vous remercie au passage d'avoir regroupé toutes mes 7 questions. Je devrais les séparer un peu plus clairement. Mais bon, y a-t-il quelque chose que pourrait faire Trump différemment selon vous en Ukraine, surtout avant d'aller plus loin? In Ukraine and especially before moving on? Well, I think the main issue, Eh bien, je pense que le principal problème, comme je l'ai suggéré en parlant au début de la structure de la prise de décision du gouvernement des États-Unis en matière de politique étrangère, est de réengager ce que M. Trump tourne en dérision sous le nom d'État profond, c'est-à-dire l'expertise accumulée et les conseils professionnels de ceux qui ont consacré leur vie à étudier ces questions et à les comprendre. Et pour l'instant, nous allons dans la direction opposée. Mais c'est évidemment une solution. Remettre de l'ordre chez nous, donner au président et à ses négociateurs l'expertise dont ils sont actuellement privés. Quand on voit M. Witkoff aller voir Vladimir Poutine avec pour seul accompagnateur un interprète russe, on constate une pratique diplomatique qui laisse à désirer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, bien sûr, il n'existe aucun compte-rendu des conversations à intégrer dans la compréhension américaine de ce qui s'est passé. M. Witkoff écoute M. Poutine et dit à M. Trump, le président, « Voilà ce que j'ai entendu. » Peut-être a-t-il bien compris, peut-être pas. Mais c'est un premier problème. On ne traite pas avec le gouvernement, on traite avec l'envoyé personnel de M. Trump, sans aucun enregistrement de la discussion. Deuxièmement, il y a la question de l'absence de conseiller pour M. Witkoff. Personne ne peut lui glisser un petit mot pour lui dire « Vous avez mal interprété cela et vous devez reformuler votre propos en conséquence », ce qui est une pratique courante lors de négociations. Il n'est pas possible de faire une pause pour consulter un groupe, une équipe. Et le troisième problème, bien sûr, c'est que le fait de dépendre des interprètes de l'autre camp signifie que certaines des nuances que vous souhaitiez transmettre ne passeront pas, car ces interprètes ne connaissent pas votre position de négociation, si vous en avez une formelle, ou votre réflexion sur la question. C'est donc une manière très amateur d'aborder les choses. Je ne souhaite pas dénigrer M. Witkoff, j'espère qu'il réussira, mais je ne l'envie pas, car la position dans laquelle il se trouve est plutôt anormale. Et ensuite, il doit retourner à Washington et défendre ce qu'il a conclu après avoir parlé à Vladimir Poutine, ou d'ailleurs au ministre des Affaires étrangères Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, ou à un porte-parole du Hamas, ou au Premier ministre Netanyahou. Et c'est un filtre.
Cela lui impose trop de responsabilités. Vous savez, si vous avez plusieurs personnes dans la pièce qui prennent des notes et écoutent, alors vous avez la possibilité de défendre votre position lors d'une discussion une fois de retour chez vous. Oui, en effet, il a bien dit cela. Oui, en effet, il voulait bien dire cela. Oui, en effet, il y a bien cette opportunité. Mais M. Witkoff est tout seul. Et vous savez, quand on est un milliardaire de l'immobilier, on a l'habitude de prendre des décisions seul, bien sûr, tout comme le président Trump l'a fait. Mais c'est une perversion de la pratique gouvernementale normale, et cela ne fonctionne pas. Il semble cependant qu'une partie du problème soit, je pense tout d'abord que l'expérience de Trump lors de sa première administration a été que le gouvernement permanent, comme vous l'appelez, ou le maintien d'une partie du statu quo, il l'a perçu comme sapant son gouvernement. Il semble donc qu'il essaye d'assécher l'État profond, ce qui a la conséquence très malheureuse de priver également l'administration de personnes compétentes. Mais toute cette division actuelle entre les partisans de l'America First et les néoconservateurs, il semble effectivement que les America Firsters souhaitent, je suppose, un rôle plus modeste pour les États-Unis dans le monde, afin de ne pas épuiser leurs ressources, afin de ne pas provoquer une réaction collective de la part de la Chine, de la Russie, de tous ces pays réunis. De l'autre côté, il y a les néoconservateurs qui cherchent la sécurité à travers la primauté mondiale. Mais il semble effectivement que beaucoup des tensions se situent entre ces deux groupes. Et même des personnes comme Marco Rubio, on dirait qu'il n'a pas vraiment choisi son camp, car il reprend beaucoup d'idées de l'America First, selon lesquelles il faut s'adapter à la multipolarité. D'un autre côté, il conserve encore beaucoup cette mentalité selon laquelle, si l'on renverse tel ou tel pays, on pourrait retrouver la première place. Mais est-ce que tu vois les choses de la même manière, ou comment comprends-tu ce désordre? Est-ce un phénomène Trump, ou Trump n'en est-il que le symptôme? Je n'arrive pas toujours à comprendre. Trump est le champ de bataille entre ces deux factions. Ses instincts fondamentaux penchent vers la retenue en politique étrangère. Je pense qu'il veut vraiment la paix. Cependant, pour obtenir la paix, il va devoir s'appuyer sur des personnes dont il devra gagner la loyauté. Si l'on revient à la première administration Trump, j'étais déjà sorti du gouvernement à ce moment-là, bien sûr, depuis longtemps. Mais j'ai observé ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il ait vraiment fait un effort réaliste pour obtenir la loyauté des personnes à son service. En fait, il avait autour de lui un groupe de personnes très déloyales, des gens comme John Bolton, qui s'est avéré l'être, et d'autres qui ont ensuite écrit des récits cinglants des erreurs commises par M. Trump et l'ont ridiculisé. Je ne suis donc pas certain que ce soit la bureaucratie permanente qui lui ait résisté. Je pense que ce sont autant ses propres collaborateurs nommés que toute autre chose. Mais il attribue cela, bien sûr, à l'état profond. Et il est prisonnier d'une idéologie qui propose de détruire l'état profond, ou l'état administratif, comme l'appelle Steve Bannon. Nous allons assister à un affrontement très intéressant entre les différentes factions lors de la visite du secrétaire à la défense Hegseth au forum Shangri-La de l'IESS à Singapour. Les Chinois ne sont pas représentés. C'est un développement très intéressant et à mon avis plutôt inquiétant, dont nous pourrions discuter, car ils y ont toujours été présents par le passé, mais cette fois, ils n'envoient pas leur ministre de la Défense. Maintenant, Hegseth doit rassurer les Asiatiques sur le fait que les États-Unis sont de leur côté. Ce n'est généralement pas formulé ainsi, mais ils veulent que les États-Unis soient de leur côté. Ils veulent aussi que la Chine soit de leur côté. Et la formule à Washington ne leur laisse pas la possibilité de ne pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Cela sera donc intéressant à observer.
Quant à Marco Rubio, son implication précédente en politique étrangère concernait toujours l'Amérique latine. Il est américain d'origine cubaine, fils de personnes ayant quitté Cuba pendant l'ère Batista, avant l'arrivée au pouvoir de Castro, mais qui font pleinement partie de la communauté des exilés cubains. Et cette communauté est très à droite et a des préoccupations spécifiques concernant la sécurité en Amérique latine, en se concentrant sur des pays comme le Venezuela, ainsi que Cuba et la Bolivie, qui a été politiquement instable. Et bien sûr le Nicaragua, où ils ont, sous l'administration Reagan, soutenu une guerre contre le gouvernement par l'intermédiaire des soi-disant Contras. Donc, M. Rubio est dans ce domaine très combatif, avec des penchants très hégémoniques. Et dans ce contexte, il compte probablement comme l'équivalent d'un néoconservateur, c'est-à-dire qu'il privilégie la coercition plutôt que la persuasion, l'usage de la force plutôt que la diplomatie. Ailleurs, il peut avoir une vision différente, mais il est nouveau dans ces autres domaines. Donc je suis d'accord avec vous, il semble, dans une certaine mesure, osciller entre les deux tendances. Je ne sais pas au final laquelle l'emportera. Mais j'ai le sentiment que, comme Elon Musk semble l'avoir appris, l'incompétence conduit à votre éviction du gouvernement. Autrement dit, M. Musk a tenté de mener l'équivalent moral de la révolution culturelle de Mao Zedong au sein du gouvernement. Ils ont lâché une bande de délinquants numériques pour démanteler l'administration. Ils ne connaissaient rien au fonctionnement du gouvernement et ils ont semé le chaos, si bien qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont besoin de bulletins et de prévisions météorologiques ne peuvent plus les obtenir car la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, qui fournit ces rapports, a été mutilée et n'est plus suffisamment dotée en personnel. Et bien sûr, d'autres choses se passent qui diminuent considérablement la crédibilité et la confiance internationale envers les États-Unis. Prenez l'exemple de l'université Harvard ou de Columbia. Il y a une vaste attaque contre la superstructure intellectuelle des États-Unis en ce moment. Il y a une vaste attaque contre la science, la technologie, la recherche et le développement. Nous voyons des membres du corps professoral de prestigieuses universités chercher à quitter les États-Unis pour pouvoir exercer leur art en Europe, en Chine, au Canada, en Australie ou ailleurs. Ainsi, les États-Unis s'engagent dans de multiples actes d'autosabotage. Ce n'est pas rassurant, et M. Hegseth a une tâche difficile devant lui à Singapour pour convaincre les gens que s'il affirme que les États-Unis vont rester en Asie, nous aurons effectivement à long terme la capacité de le faire. Cela est désormais incertain. Ce n'est donc pas un tableau reluisant. Oui, c'est encore une autre chose. Une contradiction, je suppose. D'un côté, on voit Washington faire pression sur des pays comme le Japon, et Taïwan subit également des pressions. Mais en même temps, Washington a besoin d'eux pour former une coalition, si l'on veut, contre la Chine. Donc il y a une certaine incertitude ici. Quelle est la grande stratégie derrière tout cela, sous laquelle les autres stratégies sont organisées? Il n'y a absolument aucune grande stratégie, et ce n'est pas du tout très affûté. Vous savez, je veux dire, si vous avez une stratégie, cela nécessite certains éléments. Tout d'abord, il faut avoir des objectifs clairs, des buts que vous prévoyez d'atteindre. Ensuite, il faut consacrer les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs pour rendre leur accomplissement possible. Et troisièmement, il faut faire preuve de persévérance. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route. Il faut s'y tenir. Et aucun de ces facteurs n'est actuellement présent. Cela revient encore une fois à la question que vous avez posée au début sur la diplomatie, la négociation et ainsi de suite. On voit les objectifs des négociations déplacés dans tous les sens pendant que la négociation est en cours. Donc, personne, de l'autre côté, ne sait vraiment ce que veulent les États-Unis.
Ireberizak mestitude. There is a lot. We now have a Japanese delegation coming again to the United States. Nous avons maintenant une délégation japonaise qui vient à nouveau aux États-Unis pour tenter de négocier un accord commercial avec nous, ou du moins c'est ainsi que l'on présente la visite. En réalité, je pense que c'est la relation même avec le Japon qui est en train d'être renégociée. Et c'est assez important, car il n'y a vraiment aucun allié américain plus coopératif et solidaire que ne l'a été le Japon. Certes, ils ne nous ont pas rejoints sur le champ de bataille comme les Britanniques. Mais lorsqu'un avion décolle d'une base aérienne au Japon, les Japonais ne demandent pas où il va ni ce qu'il transporte. C'est tout de même très accommodant. Quoi qu'il en soit, la dernière fois que les Japonais ont envoyé une délégation commerciale, ils sont venus à Washington, ont rencontré leurs homologues, et ceux-ci les ont accueillis en leur demandant « Bon, qu'est-ce que c'est ? » And their counterparts greeted them with, "What have you brought us?" Tribute, you know. Le tribut, vous savez, le tribut impérial. Et les Japonais ont alors demandé, « Eh bien, de quoi avez-vous besoin ou envie ?» Et il semble que la partie américaine n'ait pas été capable d'expliquer cela de manière cohérente. Voilà donc le problème. Pas de stratégie, pas d'objectif clair, pas de persévérance. Les ressources consacrées aux objectifs sont entièrement coercitives, ce qui ne persuade pas particulièrement les alliés, amis ou partenaires, d'être coopératifs. En fait, cela les incite à chercher des alternatives à la dépendance, à l'interdépendance ou à la confiance envers les États-Unis. C'est donc un processus en cours, et comme l'a dit le Singapourien, les États-Unis ressemblent à un propriétaire cherchant à percevoir un loyer plutôt qu'à un homme d'État cherchant à faire avancer les intérêts de ses partenaires aussi bien que les siens. Oui, donc si la stratégie consiste à établir des objectifs et à définir les moyens possibles pour les atteindre, je pense que c'est aussi ce que j'ai entendu à propos des Japonais, qu'ils étaient confus parce qu'ils percevaient les moyens employés pour atteindre ce but comme ce qu'ils appelaient du chantage. Mais même en ce qui concerne les objectifs, ce que leurs interlocuteurs voulaient, cela les surprenait aussi. Ils étaient prêts à recourir au chantage, mais il n'était pas clair ce qu'on attendait réellement d'eux. Donc je suppose que toute cette idée de « qu'est-ce que vous pouvez nous donner ?» je pense que c'est pas une bonne façon de gérer une relation. Mais j'ai entendu quelque chose d'assez similaire. Il y a environ 3 semaines, j'étais en Iran et j'ai visité les installations nucléaires là-bas et j'ai parlé à quelques diplomates. Leur impression était à peu près la même. Ils avaient entendu Marco Rubio dire que oui, il fallait limiter l'enrichissement du réseau pour le programme nucléaire civil. Mais ensuite, Trump arrive et dit non, 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 tout doit être démantelé, même les installations civiles. Parce que vous savez, ils ont du pétrole, mais le programme nucléaire a d'autres usages. Même s'ils disposent de suffisamment de pétrole, on souhaite tout de même une diversité des sources d'énergie. Ils utilisent aussi cela à des fins médicales, ce qu'on appelle des sous-produits ou des produits dérivés. Donc c'était très étrange. Mais de toute façon, la question principale était « Que veulent réellement les États-Unis ?» Et ils recevaient sans cesse des messages contradictoires. Et puis aussi, comment cela est-il réalisé? Et la principale préoccupation était également que si nous concluons un accord, comme avec le JCPOA, il peut être jeté à la poubelle le lendemain. Mais aussi, lors des négociations, qu'obtenons-nous? Si nous apaisons vos inquiétudes, apaiserez-vous les nôtres? Mais au lieu de cela, c'est juste, eh bien, nous pourrions vous punir moins si vous faites ce qu'on vous dit. Nous pourrions réduire ou lever les sanctions. Mais personne ne parle vraiment de ce dont l'Iran a besoin ou de ce qui l'inquiète. Et j'ai trouvé cela, oui, assez intéressant. Donc, de votre point de vue, désolé, j'arrive à ma question, je pars un peu dans tous les sens à nouveau. Ce sont que 3 questions, je crois.
Quelle est actuellement l'approche diplomatique des États-Unis envers l'Iran? Parce qu'il n'est pas clair si cela mène vers une guerre ou vers un véritable accord maintenant. Eh bien, je pense que la question plus générale que vous avez soulevée au début doit être abordée. Quel est l'objectif des États-Unis dans ces négociations sur les tarifs et les sanctions? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je pense que les parties étrangères impliquées dans ces négociations peuvent être excusées de conclure que leur but n'est pas économique, mais la subjugation politique. Autrement dit, il s'agit d'un jeu de pouvoir, non d'une politique commerciale. L'objectif est que tout le monde reconnaisse le leader suprême en la personne de Donald Trump et les États-Unis dans leur rôle hégémonique. Mais le monde, bien sûr, comme nous l'avons déjà évoqué, va au-delà non seulement de l'unipolarité, mais entre dans ce que j'appelle un cadre multinodal, dans lequel les pays de taille moyenne, les puissances intermédiaires et les petits pays retrouvent leur autonomie et leur liberté de manœuvre. Et il ne s'agit pas de l'émergence d'une superpuissance G3 ou quelque chose de ce genre. Je pense donc que c'est le premier problème. Il n'y a pas d'objectif économique cohérent. L'objectif semble être la subordination politique. Et sans surprise, un pays comme l'Iran n'est pas prêt à accepter cela, compte tenu de son histoire. Deuxièmement, vous avez soulevé un point, je pense qu'il est très important, à savoir que lorsque des pays se sont mis d'accord avec les États-Unis sur une solution provisoire quelconque, ils n'en retirent absolument aucune récompense. En gros, ils donnent et les États-Unis prennent sans qu'ils en tirent un avantage clair. Et cela reflète le troisième point que je voudrais souligner, à savoir que la technique de Trump consiste à faire quelque chose d'absolument scandaleux qui crée un énorme problème pour tout le monde. Et puis, après un certain temps, il recule un peu pour que cela ne soit plus qu'outrageant et non absolument scandaleux. Le problème a été quelque peu réduit, mais il reste encore bien pire que la situation initiale. Et il prétend que c'est la solution. Eh bien, cela n'incite guère les pays à céder des éléments de leur souveraineté ou à faire allégeance aux États-Unis. Dans le cas de l'Iran, finalement, M. Witkoff semble avoir compris et accepté l'idée avancée par les Iraniens, que l'enrichissement à un niveau de 3,67%, suffisant pour les réacteurs nucléaires et la production d'électricité, ainsi que pour les usages médicaux que vous avez mentionnés, serait acceptable. Mais ensuite, il est retourné à Washington et a été en fait désavoué par le lobby sioniste. Lui-même est sioniste, comme il l'a démontré lors des négociations entre le Hamas et Israël médiatisées par le Qatar, mais je pense qu'il en a été embarrassé, et il a dû se corriger en disant « Non, 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 il faut une élimination totale de l'enrichissement ». Or, les Iraniens n'accepteront pas cela pour de nombreuses raisons. Entre autres, une raison juridique. Le traité de non-prolifération leur donne le droit d'enrichir. C'est un droit reconnu par le droit international. Et les États-Unis proposent unilatéralement de leur retirer ce droit. Je pense donc qu'il s'agit d'une intrusion dans leur souveraineté, d'une violation de leur place dans l'ordre international, et ils ne l'accepteront pas. Vous savez, je pense qu'il y a... J'ai écrit un livre qui, à ce que je comprends, est utilisé dans certaines académies de formation diplomatique et autres, intitulé Arts of Power, Statecraft and Diplomacy. Et j'ai ouvert le livre par une discussion sur la hiérarchie des intérêts, parce que les gens utilisent des termes comme intérêt vital de tel ou tel, mais ils ne mesurent pas l'intensité de l'intérêt. Et l'intérêt suprême, à mon avis, c'est l'indépendance et l'identité culturelle d'une nation. Une nation est prête à tout sacrifier pour cela. Un intérêt vital est un intérêt qui a une importance majeure pour la sécurité et le bien-être de l'État, mais qui n'est pas nécessairement existentiel, comme l'est le premier, l'intérêt suprême.
as the first supreme interest is. A strategic interest is an interest that if Un intérêt stratégique est un intérêt qui, s'il est négligé, deviendra un défi pour les intérêts vitaux. Et enfin, il y a simplement des intérêts. Vous savez, nous voulons que nos ressortissants soient bien traités lorsqu'ils vont en Norvège et qu'ils ne soient pas pris pour des Suédois et ne subissent pas de préjugés de la part des Norvégiens. C'est un intérêt des États-Unis, je suppose, mais ce n'est pas très convaincant et nous n'irions certainement pas jusqu'à faire la guerre pour cela. Donc, je pense que nous ne réfléchissons pas clairement. Dans le cas de l'Iran, la souveraineté, l'identité et l'intégrité culturelle sont les intérêts suprêmes et ils ne vont tout simplement pas les sacrifier. Ils peuvent faire des compromis sur d'autres points, mais pas sur cela. Et donc, si vous ne le reconnaissez pas, vous vous engagez dans un exercice futile. Un collègue chinois à moi a fait remarquer que même s'il y avait des demandes auxquelles on pouvait répondre, il serait dangereux de les accepter, car selon lui, Trump reviendrait simplement en demander davantage si l'on montre. Il y a donc aussi cette inquiétude que ce ne soit pas une négociation visant à établir un nouveau statu quo mutuellement acceptable, mais plutôt un processus d'incrémentalisme progressif, ou des tactiques du salami pour voir ce qu'on peut obtenir, puis revenir la semaine suivante pour en demander encore plus. Que cela soit vrai ou non, c'est en tout cas la perception qu'ils en ont gardée, ce qui influence évidemment le niveau de confiance et la possibilité de parvenir à un accord. Mais sur la question iranienne, il me semble qu'un problème clé est que tout est regroupé ensemble. Parce que s'il y avait un accord nucléaire, et que le principal objectif, encore une fois, l'objectif clé qui guide toute la réflexion ici est la négociation, et l'absence d'armes nucléaires, alors je pense qu'il est possible de conclure un accord avec les Iraniens, car ils disent « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires, et nous sommes prêts à accepter les inspections ». Cela semble également sincère dans une large mesure, étant donné qu'ils savent que s'ils obtiennent une arme nucléaire, l'Arabie saoudite en obtiendra une aussi, et personne ne serait plus en sécurité. Et ensuite, il est possible d'avoir des indicateurs ou des mesures très spécifiques à utiliser. On peut fixer des niveaux précis d'enrichissement de l'uranium. On peut négocier dans quelle mesure et à quel point les inspections doivent être intrusives. Tesno Swiss Edgewaran. Fucking string to thing the frame. Mais au lieu de cela, nous voyons cette approche du tout ou rien, c'est-à-dire abandonner entièrement le programme nucléaire civil auquel ils ont droit en vertu du traité de non-prolifération. Mais cela est désormais aussi lié à leurs missiles balistiques à longue portée. Ils considèrent leurs drones et missiles balistiques comme essentiels à leur capacité de dissuasion, ainsi qu'à leurs partenariats étrangers, c'est-à-dire des partenariats avec le Liban, le Yémen, le Hamas, ce qu'ils appellent la résistance. Le problème, c'est de tout regrouper dans un autre soi-disant, vous savez, grand et bel accord. Ce serait, vous savez, si les Iraniens ne sont pas prêts à abandonner leur soutien au Yémen, alors d'une certaine manière, cela pourrait se traduire par les États-Unis et Israël bombardant leurs centrales nucléaires. Donc, il semble que les négociations devraient pouvoir dissocier cela en différents volets, que l'on pourrait négocier séparément. C'est tout ensemble ou la guerre. Il semble simplement que soit l'administration Trump se retrouvera sans aucune légitimité parce qu'elle ne peut pas conclure d'accord, soit elle sera acculée au point de faire quelque chose d'absolument irresponsable. C'est une très bonne description de la situation. Je dirais que dans le cas de l'Iran, l'objectif est la soumission de l'Iran à l'hégémonie israélienne. Et les États-Unis se révèlent, une fois de plus, être un instrument de la diplomatie israélienne plutôt qu'un défenseur de leurs propres intérêts. Je veux dire que les intérêts des États-Unis seraient bien mieux servis en intégrant l'Iran dans la communauté internationale
et en reprenant des relations commerciales et d'investissement avec l'Iran, en promouvant la paix iranienne avec les autres pays de la région, plutôt qu'en insistant pour que l'hégémonie israélienne au Levant, acquise militairement, soit étendue à l'ensemble de l'Asie occidentale. Notez également que les Iraniens semblent faire preuve d'une grande flexibilité. Ils semblent avoir proposé que le programme d'enrichissement puisse être conjoint avec l'Arabie saoudite, ce qui imposerait automatiquement une contrainte et répondrait à la question de la non-prolifération qui plane sur tout cela. Si l'Iran parvient à acquérir une capacité nucléaire, ce qui franchement n'est plus qu'une question de jours à ce stade, les Saoudiens suivront sans aucun doute, tout comme les Turcs et probablement les Égyptiens. Et nous assisterons à une vague de prolifération dans la région, ce qui n'est bon pour personne. Et bien sûr, la grande ironie dans tout cela, c'est que nous nous agitons et devenons hystériques à l'idée que l'Iran puisse acquérir exactement la capacité qu'Israël a obtenue clandestinement et qu'il conserve et dont personne ne parle parce qu'il est tabou d'évoquer l'arsenal nucléaire israélien. Et l'arsenal nucléaire israélien, si l'on en juge par le comportement d'Israël dans d'autres domaines militaires, n'est pas vraiment contraint. Je veux dire, s'il y a un pays sur la planète qui est susceptible d'utiliser une arme nucléaire en temps de guerre, je dirais que le principal candidat est Israël. Pourtant, nous ne disons rien à ce sujet, et personne ne parle de faire de l'Asie de l'Ouest une zone exempte d'armes nucléaires, ce qui serait une très bonne solution au problème. Et Israël n'échangera pas son arsenal nucléaire contre celui de l'Iran. Ainsi, Israël se trouve en position d'exiger, par l'intermédiaire des États-Unis, que l'Iran se désarme de ses capacités nucléaires, rompe ses relations avec les éléments de résistance du monde arabe qui s'opposent à l'hégémonie israélienne, à l'occupation, à l'expulsion, au nettoyage ethnique et au génocide. Et les États-Unis soutiennent cela. Ce n'est pas très attrayant si vous êtes iranien. En fait, c'est tout à fait hors du champ des possibles. Donc la vraie question, il me semble, c'est pourquoi les Iraniens continuent-ils à se rendre à Rome et à Mascate? Et la réponse, vous savez, c'est la même que celle donnée dans les 1001 nuits, à propos de dresser le cheval à parler. L'empereur pourrait mourir, le cheval pourrait apprendre à parler. Tout est possible. Il ne faut pas arrêter le processus. Ainsi, il me semble que l'Iran est très attaché à la diplomatie, mais je ne suis pas certain que les États-Unis le soient, compte tenu des intérêts israéliens, qui ont ouvertement plaidé depuis des décennies pour une attaque américaine contre l'Iran en collaboration avec Israël. C'est la chanson préférée de M. Netanyahou et il la chante à nouveau. Je ne suis donc pas sûr que se concentrer sur le désarmement de l'Iran soit vraiment une réponse à la paix et à la stabilité en Asie de l'Ouest. Non, il semble que la seule raison pour laquelle l'Iran n'a pas été bombardé, c'est précisément parce qu'il dispose d'une force de dissuasion militaire, c'est-à-dire les missiles et les drones. Mais c'est aussi une approche très imparfaite de la diplomatie par la menace, qui ne fonctionne pas vraiment en matière de désarmement, car cela revient essentiellement à dire « soit vous abandonnez votre force de dissuasion, soit nous vous bombardons ». Cela envoie des signaux contradictoires. Pourquoi voudriez-vous renoncer à votre force de dissuasion si vous avez été menacé? Je ne pense pas. Je ne crois pas que le message soit ambigu, bien au contraire. Pour moi, il dit clairement « rendez-vous ou mourrez ». Et la fierté nationaliste dans tous les contextes, pas seulement en Iran, mais aussi, bien sûr, dans le cas d'Israël, laisse entendre qu'il n'y aura aucune reddition. Vous savez, les Israéliens sont tout à fait déterminés à accomplir ce à quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire vider la Palestine de ses Palestiniens. Ils ne vont pas s'arrêter, et en ce moment,
Ils viennent de mobiliser 450 000 réservistes pour achever la subjugation et l'extermination des Palestiniens à Gaza. Les États-Unis ont conspiré avec eux pour mettre en place un plan insensé de postes de distribution alimentaire. 4 postes pour 2 millions de personnes. Des postes de distribution qui servent d'appât pour que les Palestiniens s'y rendent, soient identifiés comme hostiles à Israël et soient emmenés, s'ils ne meurent pas de faim, en chemin. C'est une atrocité, c'est maléfique. Et pourtant, le monde commence à peine à s'en préoccuper et il ne le fait pas sérieusement. Je veux dire, on entend les plaintes habituelles et on voit des gens se tordre les mains tout en restant inactifs. Personne ne fait rien, alors qu'il est parfaitement évident ce qu'il faudrait faire pour arrêter cela, à savoir sanctionner Israël. Et pourtant, nous ne le ferons pas. Voilà ce qu'il en est du droit international, des valeurs humanistes des Lumières européennes et de la diplomatie. Je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter là. Oui, non. Juste une dernière réflexion aussi. Je pense que c'est un thème commun à tous ces efforts, à savoir que la diplomatie ne semble pas authentique. Du moins, quand je vois les Européens en Ukraine, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment mettre fin à tout cela. Je pense qu'ils veulent juste une pause. Quand on regarde Gaza, l'Iran, ils cherchent plutôt des excuses ou à façonner des récits, au lieu de vraiment s'engager envers l'objectif déclaré de mettre fin à ces conflits. Mais comme tu l'as justement dit, nous n'avons plus de temps. Donc oui, je tiens encore à te remercier pour ton temps. Pas du tout. Je pense que l'idée de la diplomatie a dérapé, c'est tout à fait exact. Merci. Merci.